Et salut tout le monde, on se retrouve à nouveau pour une petite critique littéraire sur un livre issu de la saga de fantasy épique de Brandon Sanderson, Les Archives de Roshar, Stormlight Archive, et en l'occurrence, le second tome, le livre des radieux, ou Words of Radiance de son titre anglais. Comme vous pouvez le constater, Sanderson reste fidèle à lui-même dans sa volonté de nous pondre des behemoths de 2000 pages. C'est vrai que ça peut paraître un peu effrayant vu comme ça, et j'avoue que moi-même j'ai un peu eu peur quand j'ai sous-pesé le poids de ces deux bestiaux, mais mon but dans cette vidéo est de vous convaincre que malgré la taille de ces livres et donc l'investissement en temps que ça peut représenter, c'est une saga qui vaut largement le coup. Ou en tout cas, les deux premiers tomes valent largement le coup pour parler exclusivement de ce que je connais. Une fois ma lecture du premier tome terminée, j'avoue que j'étais très impatient de prendre ce second tome, non seulement parce que effectivement La Voix des Rois terminait sur beaucoup de promesses, mais je connaissais un peu la réputation de ce second tome, puisqu'il s'agit de rien de moins que l'ouvrage le mieux noté de tout le site Goodreads. Pour ceux qui ne savent pas, Goodreads, c'est un peu le site par excellence de critique et de référencement d'ouvrages côté anglophone. Donc quand je dis que sur Goodreads, c'est le livre le mieux noté, gardez bien en tête que ça le met devant des trucs comme les Reliques de la Mort ou l'intégralité du Seigneur des Anneaux. Un système de notation qui a ses limites, mais ça veut bien dire quelque chose. Bref, autant dire que mes attentes étaient vraiment très hautes. Et mes attentes... le livre des radieux les a regardés droit dans les yeux, a ricané et a fait... C'est tout ce que tu attends de moi, vraiment? Et puis il les a défoncés. Sans plus attendre, voici mon avis, sans spoil. La guerre contre les Parshendi pour venger la mort du roi des provinces Alethi fait rage dans les plaines brisées. Kaladin, ancien esclave racheté par le haut prince Dalinar, a été promu capitaine de sa garde et est chargé de veiller sur lui et sa famille. En effet, Dalinar est plus déterminé que jamais à mettre fin à ce conflit que pourtant la plupart des hauts princes qu'il tente d'unifier trouvent aussi distrayante que lucrative. Une faction de comploteurs menée par le machiavélique Sadeas risquerait bien de tenter quelque chose. Dans ce contexte troublé, Kaladin est déchiré entre son devoir et son aversion pour la noblesse, qui l'a trahi tant de fois. Et que se passerait-il si ses nouveaux pouvoirs de marche-vent étaient découverts ? De son côté, Shallan et sa préceptrice, Yasna, voguent pour rejoindre les plaines brisées, où se trouvent vraisemblablement des secrets bien gardés au sujet des chevaliers radieux d'autrefois et de leurs ennemis de toujours, les mythiques néantifères, qui selon la théorie de l'érudite, pourraient se trouver juste sous leur nez. Comme pour le précédent ouvrage, la narration va et vient entre les points de vue de différents personnages, les trois principaux étant Kaladin, Dalinar et Shallan, qui, à ce stade de la saga, sont clairement établis comme les trois personnages principaux. Pour sa structuration, l'ouvrage est découpé en plusieurs grands actes qui sont entrecoupés par de petits entr'actes. Les entr'actes consistent en une série de 2-3 chapitres où l'on va suivre des personnages en dehors du trio principal. Parfois des gens qu'on ne reverra jamais, ou parfois des gens qui deviendront plus tard dans la saga des personnages importants. Et parfois même où on prendra le point de vue dans, sans trop en dire, des antagonistes. Et enfin, comme pour l'ouvrage précédent, une partie de ces chapitres sont des flashbacks. Là où Kaladin étant le personnage principal de l'ouvrage précédent, les flashbacks lui étaient dédiés. Là, les flashbacks sont dédiés à Shallan, ce qui fait d'elle le personnage principal de ce bouquin. Bon, alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce qu'il vaut ce bouquin? Eh bien, là où je qualifiais le premier tome d'une grande claque dans la tronche, eh bien, celui-ci, c'est une patate de forain dans la poire. C'est-à-dire la même chose, mais en plus gros, en plus puissant, et pour ceux qui aiment ça, en plus jouissif. Sans déconner, le premier ouvrage était déjà excellent avec juste quelques petites lacunes sur le rythme et sur le style, et le deuxième ouvrage poursuit sur la lancée avec les mêmes qualités à fond et les mêmes défauts en moins présents. Non, vraiment, si vous avez aimé le premier tome, il n'y a aucune chance que ce second tome vous déplaise. C'est garanti. Toujours sans spoiler, penchons-nous maintenant sur quelques qualités et quelques défauts. Le worldbuilding du monde de Roshar est toujours aussi bien fait. On est déjà familiarisé avec les tempêtes majeures, ces fameux phénomènes météorologiques dévastateurs qui balayent le continent d'est en ouest, et à laquelle la vie et les civilisations se sont adaptées.
Le dépaysement initial lié à la faune, la flore, la civilisation, les cultures, les coutumes et les pratiques est un petit peu passé. En revanche, là on commence à aller plus loin, à rentrer dans les secrets de ce monde. C'est-à-dire qu'on va plonger plus loin que la surface. On va y apprendre pêle-mêle des choses sur la fluctomancie, sur les radieux, sur les sprens, sur les parchendi, bon sang. C'est-à-dire qu'on passe de l'initiation au secret d'initié. Et malgré tout, quand on repose le bouquin, on sent que Sanderson en garde encore sous le coude. C'est un délire, c'est un régal. Côté personnages, ceux du trio de tête vont continuer leur développement de manière cohérente avec ce qui a été amorcé. C'est-à-dire, pour Dalinar, se faire à son nouveau statut de politicien plutôt que d'être un guerrier et donc approcher ses nouveaux problèmes avec de nouvelles méthodes. Pour Kaladin, il va s'agir de apprendre à faire confiance aux autres de manière globale et surtout dépasser sa haine des pâles iris qui est héritée de ses traumas globalement. Et enfin, pour Shallan, ça va être réconcilier les multiples facettes de sa personnalité, c'est-à-dire entre l'héritière timide, l'érudite aventureuse et la roublarde téméraire. Aussi, là où chacun de ces personnages a vécu son aventure relativement seul dans le premier tome, le livre des radieux, c'est vraiment le tome dans lequel les personnages se rencontrent et où, j'ai envie de dire, le gang se forme. Ces rencontres vont dévoiler des nouvelles facettes chez chacun d'entre eux et donnent très franchement naissance à des scènes parmi les plus croustillantes de tout le livre. Si vous avez lu le premier tome, imaginez par exemple une scène où Rock réprimanderait Yasna pour qu'elle finisse son bol de soupe. Il n'y a pas ça dans le bouquin, mais imaginez un truc de cet acabit-là, je vous promets, c'est hilarant. Non, mais il y a vraiment des scènes de dingue, des bagarres qui m'ont tenu en haleine comme jamais, des batailles épiques, des salopards châtiés, des justes justifiés, des débuts de romance très mignons, des débuts de bromance très cool, un peu d'intrigue politique par là, un peu de complot mystérieux par là, du suspense, des personnages attachants. Non, il y a tout plein de bonnes choses là-dedans. Les défauts de rythme que j'ai pu trouver au premier tome se font beaucoup moins sentir. Déjà parce que le bouquin est beaucoup plus dense. Je dirais pas en action, mais en rebondissement et en scènes clés, en scènes intéressantes. Il y a énormément de suspense. Il se passe 1000 choses à la fois. Et parfois, certaines scènes sont écrites de manière un peu précipitée. Mais en tout cas, c'est pas ennuyant une seule seconde. Un de mes gros reproches du tome précédent, c'était que les flashbacks de Kaladin n'étaient pas forcément toujours indispensables. Certains l'étaient, mais franchement, Tien et ses cailloux, vraiment. Par contre, dans le livre des radieux, je peux vous dire que les flashbacks de Shallan sont d'un tout autre niveau, beaucoup plus accrocheurs. Je pense que ça tient au fait qu'elle s'est retrouvée dans des situations qui m'ont beaucoup plus prise au trip. Aussi, les chapitres des interludes sont beaucoup plus cool et beaucoup plus intéressants à suivre que ceux du tome 1. Bon, je dis ça, ceux du tome 1, je les aimais déjà pas mal. Mais si vous les aviez détestés, donnez leur chance à ceux du tome 2 qui, globalement, doivent être plus intéressants. Paf, non, pas d'amélioration en vue sur les dialogues, même si ça s'est moins fait sentir, soit parce qu'au bout du deuxième tome, je me suis habitué, soit parce qu'il est tellement dense en moments excellents que ça passe inaperçu. Bref, ce second tome confirme l'essai marqué par son prédécesseur, là où La Voix des Rois laissait entrevoir le potentiel d'une saga culte. Le livre des radieux donne bien l'impression qu'on y est. Je ne peux que recommander la lecture de cet ouvrage, assorti à celle du double premier tome, si jamais vous ne l'avez pas déjà lu. Si vous aimez les bons bouquins et que les gros volumes ne vous font pas peur, ou alors que vous êtes passionné, voire simplement curieux du genre de la fantasy épique, franchement, lancez-vous, car le livre des radieux ne démérite pas sa réputation d'être un des tout meilleurs ouvrages du genre. Et c'est désormais la fin de la partie sans spoil de cette review. Si vous désirez découvrir l'ouvrage par vous-même, je vous conseille vraiment de ne pas aller plus avant, puisque, passé le jingle, je serai sans retenue. Si vous me lâchez maintenant, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, éventuellement mettez la cloche, laissez bien sûr un commentaire, ce sera très bon pour mon référencement, et on se reverra pour d'autres reviews avec spoil et sans spoil de mes lectures. Allez, je vous fais la bise, et les autres je vous garde avec moi pour la partie spoil. Ok, si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que, pour des raisons qui vous appartiennent, le spoil ne vous dérange pas. Bon alors, il y a énormément de choses à dire sur la partie spoil, parce que, comme je le disais, le livre des radieux, c'est un ouvrage qui est super dense. Donc j'ai organisé un peu les choses dont je voulais parler par thème, donc commençons
par les personnages, et commençons par Kaladin. Kaladin qui complète en fait dans ce second tome l'arc qui avait été amorcé dans le premier, c'est-à-dire un peu dépasser sa condition d'esclave et sa haine des pâles iris. Et c'est un chemin qui est très douloureux pour lui, parce qu'il passe de tous les pâles iris sont des salopards, il y a juste Dalinar qui est cool, et puis même sur Dalinar il a des doutes, puis il découvre un peu Shallan, sur laquelle il a beaucoup d'a priori ensuite, puis voilà, les a priori du genre, voilà, toi t'as eu une enfance facile et tout, ne te compare pas à moi, si tu savais mon enfant. Donc voilà, voir comment ces préjugés évoluent et comment lui-même ça le met en danger, puisque du coup il va conclure que le meilleur truc qui puisse arriver au royaume d'Alektar, c'est que Dalinar prenne les rênes, et que pour que Dalinar puisse prendre les rênes, eh bien il faut que le roi Elhokar meure, ce qui va le conduire à faciliter volontairement le projet d'assassinat qui est fomenté par Moash. Moash et ses amis. Je vais faciliter le truc et je vais fermer les yeux, et ça le met en danger, puisque du coup, à cause de ses préjugés, il abandonne son honneur, il décide de faire un truc déloyal et de faillir à ses propres serments, puisqu'il est garde royal, techniquement, et du coup, comme il faillit à ses propres servants, ça casse son lien d'honneur avec Syl. Tant que Spren d'honneur, elle est plus ou moins brisée, elle est plus ou moins cassée par le fait que l'humain avec lequel elle s'est liée abandonne son honneur. Cette cassure avec Syl met vraiment le personnage dans la merde, parce que du coup ça bloque son accès à la fluctomancie, et il a plus de pouvoir, et du coup il est plus très bon à la lance, il a plus sa super force, il a plus sa super régénération et tout. Ça va le mettre bien dans la merde, et ce conflit moral qui va aboutir jusqu'au moment où il comprend que le fait que le roi soit nul au fait d'être roi n'en fait pas un méchant, et n'en fait surtout pas un mec qui mérite de crever. Et donc où il va le secourir malgré tout, et donc retrouver son honneur, et ça va donc ressusciter Syl et lui faire accéder à son 3e niveau de serment. Et là, Syl va débloquer la capacité à devenir une lame d'éclat, puisque la vraie nature des lames d'éclat, on le découvre dans cette scène, c'est que les lames d'éclat, ce sont des Spren. Voilà. Voilà, moment assez génial. Voilà, ça c'était l'arc de Kaladin dans ce livre, qui est... Alors, même si c'est techniquement le livre de Shallan, puisque c'est elle qui a les flashbacks, c'est Kaladin qui a l'aboutissement de progression le plus satisfaisant, et en même temps parce que c'est une fin d'arc. Shallan, elle, ne connaît pas de fin d'arc dans ce bouquin. Son arc progresse, c'est-à-dire que elle va petit à petit apprendre à réconcilier ces différentes facettes. Son problème, c'est que pour avancer dans la vie, pour se protéger, pour gérer les situations, elle met des masques, elle endosse des identités, elle endosse des rôles, et elle a du mal à se définir elle-même. Quand elle est seule avec elle-même, elle ne sait pas trop qui elle est. Pour elle, c'est très compliqué, et d'autant plus que elle-même, elle doit tisser sa propre relation avec Motif, qui est son Spren, qui est un cryptique. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Il appartient à la famille de Spren, ce qu'on appelle les cryptiques. Donc moi, ce que je suppose être des Spren de mensonges, ou des Spren d'énigmes, des Spren de mystère, des Spren de secret. je ne sais pas. Mais voilà, donc elle aussi, elle a une progression en tant que radieuse de découverte de ses pouvoirs d'illusion, notamment. Elle retouche pas énormément à la spiricantation, en dehors de la grosse scène clé où elle transforme un bateau en flotte pour s'échapper à ceux qui ont tué Jasnah. Oui, puisque Jasnah meurt au début de ce bouquin. Énorme surprise. Et que
et que cet assassinat se passe sur un bateau, et que pour échapper à ces assassins, Shallan va au milieu de la mer spiricanter le bateau pour que le bateau se transforme en une masse de flotte, et hop, tout le monde à la mer. Elle développe, alors c'est un peu secondaire, mais c'est très cool aussi, elle développe une romance avec Adolin, donc le fils de Dalinar, qui est cool. Le côté mariage arrangé, My Fair Lady, tout ça, quand je sentais que une partie de son intrigue commençait à aller dans cette direction, j'avais un peu peur, mais en fait, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien parce que Shallan a passé son enfance en se faisant plus ou moins à l'idée qu'un jour ou l'autre, elle allait être mariée de manière arrangée à quelqu'un. Donc quand Jasnah lui propose, ça la choque pas plus que ça. Et Adolin a toujours eu du mal avec le processus de courtiser les femmes, et a réussi à se mettre à dos l'intégralité des femmes qu'il a courtisées jusqu'à présent. L'idée que la question soit réglée par un mariage arrangé, quelque part, ça l'arrange un peu, puisque tout le fratras de fréquenter quelqu'un, sortir une personne, etc., etc., ça l'exaspérait un peu, et voilà. Il sentait que c'était pas son fort, et lui, bah voilà. Et donc en fait, Shallan et Adolin se retrouvent très bien dans le fait que les deux sont, pour différentes raisons, complètement ok avec l'idée d'un mariage arrangé. Ok, pas mal comme subversion du trope du mariage arrangé qui va amener à des problèmes. Eux, le mariage arrangé n'amène aucun problème, puisque avant de se rencontrer, ils sont tout à fait ok avec l'idée. Et quand ils se rencontrent, eh ben, il se trouve que non seulement ils sont ok avec l'idée du mariage arrangé, mais qu'en plus, coup de bol, ils sont faits l'un pour l'autre. Il y a des scènes extrêmement drôles, des discussions extrêmement touchantes. C'est un couple qui, moi, je trouve, fonctionne très bien. Il est encore tôt dans la saga. Moi, je ne fais que leur souhaiter, je ne peux que leur souhaiter de continuer à bien s'entendre. Pas d'entourloupe. Moi, les petits couples, je les aime bien quand ils sont heureux. Ils peuvent avoir des hauts et des bas, hein, bien sûr, ça fait part. Voilà, c'est des péripéties comme d'autres. Mais si Brandon Sanderson choisit d'en faire un couple malheureux, je serais un peu fâché. Dalinar, de son côté, est un petit peu plus en retrait. C'est pas trop grave. Ça permet surtout à Kaladin et à Shallan de briller dans ce livre, et effectivement, il brille. Dalinar fait quand même ses trucs de son côté. Il progresse dans le côté politique, parce que voilà, pour lui, voilà, le guerrier toute sa vie, la politique c'est un peu nouveau pour lui, et c'est pas plus mal qu'il soit conseillé dans la navigation dans le monde politique par sa nouvelle femme, entre guillemets. Ils sont pas mariés, sa nouvelle copine, Navani. Navani qui est un très bon personnage aussi. Elle est cool, même si je ne m'épancherai pas énormément sur elle, mais c'est la love interest de Dalinar, et elle est très bien pour lui, il est très bien pour elle, pareil. Power couple, toujours très très plaisant à suivre, j'espère. J'espère qu'ils vont être heureux et faire plein d'enfants. Ouais, non, quoique c'est un couple de quinquagénaires, j'ai peur que pour Navani ce soit un petit peu passé. C'est pas l'enjeu. Toc. On suit la progression du Pont 4, qui devient une véritable famille, hein, c'est-à-dire tous les anciens esclaves que Kaladin a fédérés autour de lui. Les gens brisés qui deviennent une famille, c'est toujours agréable à suivre. Kaladin fait une assez bonne figure de chef, et c'est toujours très plaisant de voir cette espèce de fraternité qui se développe entre des hommes qui ont survécu à l'enfer. Petit focus sur un personnage très mineur, mais que j'ai kiffé pour le peu d'apparition qu'il a eu. Le haut prince Sebarial, qui nous est au départ présenté comme un mec un peu inepte, qui est vulgaire, qui en a rien à foutre de rien, qui est un peu rustre. Et ben en fait, Shallan apprend un peu à le connaître. Et en fait, c'est un sage parmi les fous. C'est-à-dire qu'au milieu de la civilisation Alektar, qui est vraiment omnibulée par la guerre, par les manigances politiques, enfin voilà, qui est une société violente en fait, lui, c'est un homme de commerce.
C'est-à-dire qu'il y a toutes les têtes pensantes politiques, toutes les armées, les gens les plus importants qui se sont déplacés dans les plaines brisées, qui ont installé des camps de guerre qui, de fil en aiguille, finissent par devenir quasi permanents. Sebarial, lui, il flaire le truc, il envoie jamais ses soldats à la guerre. Par contre, il fait de son propre camp un espèce de cœur de commerce et d'artisanat, et il devient immensément riche parce que, bah voilà, il pense différemment et il pense comme un mec intelligent. Sebarial, voilà, vraiment gros cœur sur lui, il est marrant, il est cool, donc très très mineur. Mais j'ai pas eu besoin de le voir beaucoup pour avoir un véritable coup de foudre pour ce gars. Alors ensuite, ouais, un petit florilège de scènes incroyables, à commencer par le fameux duel. Tout le monde en parle, j'ai pas vu une seule review spoilante côté anglophone qui n'en parle pas. Le duel dans l'arène, cette fameuse séquence donc, qui s'inscrit dans une intrigue où Adolin, le fils de Dalinar, essaye de récupérer les éclats d'autres guerriers des autres armées, c'est-à-dire les défier en duel en mettant en jeu leur cuirasse d'éclat et leur lame d'éclat afin d'en rafler un maximum, et notamment celle du camp de l'infâme Sadeas, afin d'affaiblir les autres hauts princes et réaffirmer l'autorité de son père comme étant le haut prince de la guerre. Jusqu'au moment où, pour pouvoir déclencher un duel où son adversaire est réticent parce que ça commence à se voir qu'il défie tout le monde pour récupérer les éclats. En plus, Adolin en duel, il est monstrueux. En 1v1, il est imbattable. Du coup, Adolin dit, ok, très bien, tous les éclats de mon clan contre tous les éclats de ton clan, et prends-moi en 1v2. Pas de souci. Donc là, on s'attend effectivement, quand la scène commence, Adolin rentre dans l'arène et on s'attend à voir deux porte-éclats débarquer pour un 1v2 qui est compliqué, mais Adolin il est balèze donc c'est jouable. Et là, il y a 4 porte-éclats qui rentrent, c'est un 1v4, c'est ingagnable, désespoir total, et Adolin est dans l'impasse. Soit il reste sur place et il se fait massacrer, soit il déclare forfait et il perd tous les éclats. Et pourquoi ils sont 4 ? Parce que Adolin avait mal formulé sa demande de duel et en gros, au lieu de formaliser vraiment ramène un gars avec toi, il a dit affronte-moi avec qui tu veux, ou une tournure comme ça. Donc même si implicitement c'était évident que Adolin pensait à un 1v2, oralement il n'a pas été assez précis, et cette fouine de Sadeas a donc saisi l'occasion, fait ok, tu te bats contre qui tu veux, ok, tu vas faire un 1v4, et en plus j'achète le juge pour que le juge détourne le regard de tes demandes de forfait pendant que mes petits gars te massacrent pour te donner une bonne leçon. Évidemment la tension est à son comble, et quand Adolin commence à gagner un peu, tu te dis oh, attends, le 1v4 il peut le faire, et puis là pom, non, c'est vraiment trop, il est submergé, et puis qui est-ce qui débarque dans l'arène ? Dalinar est là dans son gradin, le juge détourne l'œil des tentatives de Adolin de déclarer forfait pendant que des gars le jettent à terre et commencent à le tabasser. Dalinar qui implore dans les gradins n'importe quel porte-éclat de descendre dans l'arène porter assistance à son fils. Tout le monde détourne le regard parce que tout le monde craint Sadeas, tout le monde est lâche et tout le monde pense que Dalinar est un petit peu fou, hein. Donc voilà. Et là, qui est-ce qui se lève ? Kaladin qui arrive, qui fait l'honneur est mort, mais je vais voir ce que je peux faire. Qui saute dans l'arène et qui aide Adolin en 2v4 alors que lui-même n'a ni lame d'éclat ni cuirasse œuf d'éclat, et à eux deux livre un duel extrêmement serré avec des manœuvres de fou furieux. Et gagne.
Je sais pas si je le retranscris assez bien, mais la séquence du duel, elle est dingue, beaucoup de gens en parlent, mais c'est peut-être là, c'est. Il se passe énormément de choses dans ce livre, mais c'est pas injuste de dire que c'est la scène, quoi. C'est la scène, c'est. Mais sinon, une autre séquence que les gens retiennent énormément, c'est la séquence où un accident, un peu attentat quand même, plonge Kaladin et Shallan dans les gouffres des plaines brisées, et les y plonge juste avant une tempête majeure. Et donc on a un super moment de stress et d'angoisse et de tissage de liens, puisque à ce stade-là de l'histoire, Kaladin et Shallan se détestent. Ils ont plein d'a priori l'un sur l'autre, et au fur et à mesure de leur quelque chose comme une petite 30 heures de survie dans les gouffres, et de devoir en sortir et de collaborer, ils vont apprendre des choses l'un sur l'autre. Il y a un respect qui va naître entre eux. Il y a Kaladin qui va réviser certains de ses a priori sur les Palieris. Ils vont se raconter l'un à l'autre leur douloureux passé, et ça fait du bien, parce que même si les moments où ces deux-là pouvaient pas se piffrer étaient un peu marrants, il y a une certaine satisfaction à les voir se lier entre eux. Et puis bien sûr, tout ça culmine jusqu'à l'affrontement contre un démon des gouffres, qui est une espèce de monstruosité à carapace, titanesque, carnivore, qui les attaque. Et on en avait déjà vu un dans le premier tome, sauf qu'il avait fallu 3 porte-éclats pour se le faire. Et comme les circonstances n'étaient pas optimales, même 3 porte-éclats avaient fortement galéré. Là, c'est Shallan et Kaladin qui, à ce stade-là de l'histoire, a déjà perdu Syl, donc sans pouvoir. Et donc c'est avec beaucoup d'intelligence et en collaborant l'un avec l'autre qu'ils arrivent à cet exploit de vaincre un maniocoque, un démon des gouffres sans éclat, presque. Tac, quoi d'autre? Bien sûr, la bataille finale du livre, c'est-à-dire vraiment l'affrontement ultime entre Dalinar, qui a fédéré autant de hauts princes qu'il a pu, c'est-à-dire pas énormément, pour lancer un assaut définitif contre le cœur civilisationnel des Parshendi, et ils se trouvent confrontés donc pour la première fois aux Parshendi sous leur nouvelle forme, la forme fulminante, je crois, la forme fulgurante. Je sais plus c'est quoi cette forme. Bon, tant pis, je la mettrai à l'écran. Et donc, voilà, une armée sous-optimale de Dalinar qui se retrouve contre une armée de Parshendi qui balance de la foudre pour une partie, et dont l'autre partie est en arrière-rangée, et qui font une espèce d'énorme incantation que, pour des raisons qui apparaissent évidentes plus tard, aurait été bien de stopper tout de suite. Très très bonne séquence de bataille, très bien écrite, beaucoup d'enjeux, beaucoup de rebondissements, mais même si techniquement Dalinar parvient à l'emporter contre les Parshendi, malheureusement il ne le fait pas assez vite, et ils arrivent à invoquer la tempête éternelle. Et oui, puisque donc on parlait des tempêtes majeures, je le répète, ces phénomènes météorologiques dévastateurs qui balayent le continent d'est en ouest, bon, ça c'est les tempêtes majeures, et les Parshendi invoquent la tempête éternelle, qui est une tempête de même ampleur, mais qui balaye le monde dans l'autre sens, et qui va faire le tour de la planète comme ça, indéfiniment. Catastrophe, puisque toutes les civilisations de Roshar, toutes les grandes villes se sont construites autour du fait qu'il faut s'abriter contre les tempêtes majeures qui vont dans une certaine direction. Donc en fait, les villes se mettent dans des formations rocheuses qui les abritent dans le bon sens pour que les tempêtes passent dessus
de manière safe. Bref, tout est structuré pour résister à des tempêtes qui vont toujours dans un sens. Et là, une nouvelle tempête fait son apparition et va strictement dans l'autre sens. Ça va être un désastre. Ça va être un désastre. Des villages vont être rasés, personne n'est prêt, et surtout, ça va entraîner un phénomène, c'est que de temps en temps, la tempête éternelle va croiser des tempêtes majeures, et elles vont entrer en collision. Et justement, dès qu'elle est invoquée, le père des tempêtes, donc l'espèce de super sprint majeur qui est derrière les tempêtes majeures, invoque immédiatement une tempête majeure qui va collisionner immédiatement avec la tempête éternelle et donc créer un espèce de grand tourbillon de ces deux tempêtes qui se nourrissent entre elles et qui va aller jusqu'à arracher des plateaux entiers, des plaines brisées pour les faire voler dans les airs et l'armée de Dalinar qui doit trouver un moyen de s'échapper là-dedans. Heureusement, Shallan a réussi à trouver un téléporteur antique. Mais bon, ça c'est toute une intrigue que je ne vous expliquerai pas dans cette partie. Déjà parce que je suppose que vous l'avez déjà lu si vous êtes ici. Et puis parce que c'est pas non plus... parce que la trouvaille du portail vers Urituru est pas non plus la partie la plus trépidante du dernier acte. Ce qui est trépidant à ce moment-là, c'est comment au milieu de cette collision entre la tempête éternelle et une tempête majeure, Kaladin affronte enfin Fils Valano dans un duel aérien entre deux fluctomanciens, chacun au sommet de leur art. Et voilà, duel qu'on attendait un peu depuis le premier tome, hein, mais voilà, très très bon duel, voilà, sans en dire plus. Énorme. Alors, au niveau de l'expansion du lore, pour moi, le truc majeur de ce bouquin en termes de découverte du monde de Roshar, ce sont les interludes qui sont du point de vue des Shonai. Les Shonai étant une Parshendi. Donc, on a enfin des chapitres point de vue Parshendi. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, ça fait qu'en interne, on commence à avoir plein d'infos sur leur culture, sur leur mode de vie. Et c'est foutrement intéressant. Le fait que les Parshendi, qu'on avait été présentés comme murmurant perpétuellement des chants, c'est parce qu'en fait, dans leur cerveau, ils semblent pouvoir se connecter à différentes fréquences émotionnelles qui s'expriment en eux par un rythme, et donc ils parlent et ils chantent et ils communiquent en étant toujours calés sur un des rythmes émotionnels. Le rythme de la paix, le rythme de la colère, le rythme de la surprise, enfin voilà quoi, et ils s'expriment toujours en accord avec un rythme. Et on devine aussi que les Parshendi sont une race qui se reconstruit, c'est-à-dire qu'effectivement il y a très longtemps, ils étaient à la botte de sortes d'anciens dieux maléfiques, qu'ils se sont libérés, mais que se détacher de leurs anciens dieux, ça les a cassés. En tout cas, d'un point de vue mental et culturel, ils ont connu une grosse régression. Ils ont connu la liberté certes, mais une régression quand même. C'est-à-dire que les Parshendi peuvent adopter de multiples formes pour de multiples usages. La forme de guerre, donc celle qu'on a beaucoup vue dans le premier tome, où ils acquièrent une espèce de carapace épaisse qui leur sert d'armure et où ils deviennent robustes et capables de sauter sur des longues distances. La forme de travail qui leur donne une certaine agilité, une certaine dextérité. Il y a la forme agile, la forme d'accouplement, la forme morne, qui est une espèce de non-forme, qui était l'état dans lequel ils étaient coincés lorsqu'ils ont coupé leur lien avec leur dieu, qui est une forme qui ressemble énormément à celle des Parches, donc les esclaves des humains. Et en fait, on apprend par leur point de vue qu'en fait, les Parches, ce sont des Parshendi qui ont été coupés des rythmes. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais c'est très intéressant. Et surtout, ce qu'on apprend, c'est que du coup, un Parshendi sous forme morne est indiscernable pour un humain d'un Parche. Ce qui indiquait évidemment que parmi les Parches esclaves chez les humains, il y a forcément incognito
certains qui sont en fait des Parshendi sous forme morne. Très très cool. Et Shonai est super intéressante parce que c'est une espèce d'aventurière exploratrice qui est contrainte à vivre une vie de guerrière à cause de la guerre. Et puis surtout, la découverte donc de la forme de je sais plus quoi, de la forme d'éclair, je sais plus, la forme de tempête, je crois, je sais plus. Qui la rend différente et qui semblerait être une forme qui les a servis à nouveau à leurs anciens dieux, et que c'est ça qui les pousse à invoquer la tempête éternelle vers la fin du livre. Toujours plus de fluctomancie, Shallan, qui elle, de son côté, qui est une tisse-flamme, qui manipule la fluctomancie de la transformation, la spiricantation, donc comme je le disais, elle la pratique peu durant ce livre-là. Elle va surtout pratiquer une autre fluctomancie qui lui permet d'influer sur la lumière, il me semble, et de créer des illusions. Elle fait des trucs très malins avec, c'est très cool à voir. Et un des interludes se concentre sur un super petit personnage que j'espère qu'on reverra plus à l'avenir, qui est Lift, une enfant cambrioleuse, si j'ai bien compris, qui elle-même fait partie des gens qui, comme ça, de par le monde, se sont retrouvés un peu par hasard liés à un spren et qui commencent à se découvrir des pouvoirs. Lift, elle est liée à Windle, qui est un spren de cultivation, donc qui lui donne les pouvoirs de l'ordre des danse-cordes, c'est-à-dire qu'elle peut manipuler la fluctomancie de la friction, c'est-à-dire qu'elle peut annuler toute forme de friction sur son corps, ce qui lui permet d'être insaisissable et de glisser comme si elle patinait, comme si elle faisait du patin à glace, mais sur n'importe quelle surface, ce qui est assez cool à voir, et la fluctomancie de la croissance, qui semble lui permettre de guérir les gens et de faire pousser des plantes à un rythme accéléré. Lift est cool, je pense qu'on va la revoir par la suite. Non, je sais qu'on va la revoir, vu que entre ce tome 2 et le tome suivant, il y a une petite nouvelle qui s'appelle Danse-Corde et qui est entièrement dédiée à elle, et qui consiste à l'approfondir, mais ça, je vous en parlerai soit dans un short, soit dans la review du tome suivant, en guise d'introduction, soit les deux. Donc ouais, Lift très cool, donc toujours plus de fluctomancie, et bien sûr toujours plus d'informations sur les sprens, l'effet que les lames d'éclat soient des sprens morts qui ont été figés dans leur forme d'épée et qui sont donc une espèce de rémanence, de conséquence des anciens radieux qui ont trahi leur serment et qui ont donc laissé leur spren comme ça, comme mort, figé sous forme de lame d'éclat. Révélation aussi sur le père des tempêtes, donc qui a un peu cette espèce de statut de divinité païenne, voilà et tout. Et bien en fait, c'est un spren de dieu, c'est-à-dire que les sprens sont en réalité des incarnations des concepts tels que pensés par les mortels. Et le père des tempêtes, c'est le spren de l'idée que les gens se font du dieu tout-puissant. Et il nous apprend qu'il y a réellement eu un tout-puissant, une divinité dans ce monde qui s'appelait Honneur. Et Honneur, malheureusement, a été tué par une autre divinité de ce monde qui s'appelle Désolation. Et le père des tempêtes, c'est un peu l'ombre de Honneur. C'est le spren qui reste de lui et qui persiste, puisque les mortels pensent toujours au Tout-Puissant, lui vouent toujours un culte, parce que l'idée du Tout-Puissant est encore présente dans la psyché humaine, donc ça maintient l'existence, de ce que j'ai cru en comprendre, du père des tempêtes, et c'est bien lui qui envoie ses visions à Dalinar, puisque le Tout-Puissant a bien existé, et a demandé au père des tempêtes d'envoyer des visions à quelqu'un qui en serait digne,
pour unifier le monde. Donc voilà, un ouvrage qui regorge de petites miettes pour la suite. Notamment, on voit que y a des radieux qui popent un peu partout dans le monde. J'ai parlé de Lift, bien sûr. Il y a aussi un autre interlude qui se concentre sur un cordonnier qui, pareil, a des pouvoirs qui lui permettent de guérir les gens. Mais lui, le problème, c'est qu'à la fin de son interlude, il se fait tuer par ce qui semble être un mec qui pourchasse les radieux et les tue. Donc ça, pour quelle raison, c'est une bonne question, mais en tout cas, il y a en parallèle des radieux qui se découvrent un peu partout dans le monde et un type qui semble pourchasser ces nouveaux radieux pour les tuer avant qu'ils puissent devenir de vrais chevaliers radieux confirmés. Et Dalinar lui-même qui a dans l'idée de reformer l'ordre des chevaliers radieux. Donc, je suis laissé à la fin de ce livre avec le sentiment qu'il va y avoir un petit scénario à la X-Men, c'est-à-dire que je soupçonne que la suite va consister, pour une part, à parcourir le monde. Alors, qui va le faire? Est-ce que ça sera Kaladin? Est-ce que ça sera Dalinar? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a des personnages du gang qui vont parcourir le monde à la recherche de nouvelles recrues pour les radieux en essayant de localiser des gens qui ont des pouvoirs qui commencent à s'éveiller. Ça fait très X-Men. Moi, j'adore. Aussi, côté complot, les 100 des spectres, qui est une espèce d'organisation qu'on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Il reste assez en retrait. C'est surtout Shallan qui commence à traiter avec eux. Ils semblent être liés au bail que faisait Yasna. Ils ont l'air d'être intéressés aussi par l'antiquité du Rituru. En tout cas, celui qui semble être leur chef, ou en tout cas un de leurs membres proéminents, se trouvait à la fin du livre à Urituru et a eu un petit talk avec Shallan. Donc ils ont agi sur ce livre. Je sais toujours pas bien ce qui les motive. J'ai cru comprendre, ou alors je confonds, j'ai cru comprendre que l'objectif des 100 des spectres, c'est de hâter la désolation, la fin du monde, pour que les héros reviennent pour les sauver. C'est-à-dire voilà, ce sont des gens qui aspirent à ce que les 10 héros reviennent. Et comme ils reviennent à chaque fois qu'il y a une désolation, leur solution à eux, c'est de précipiter une désolation pour que les héros reviennent sur Roshar. C'est ce qui m'a semblé comprendre. Autre faction, et en fait je ne sais pas si c'est la même, mais le fameux roi comploteur Taravangian, ou Taravangian, je ne sais pas du tout comment je suis supposé le prononcer. Donc, cette espèce de roi comploteur qui donc, pendant le premier bouquin, avait le contrôle de Zet, et qui est un peu celui qui a ordonné l'assassinat stratégique de plusieurs rois, et notamment l'assassinat stratégique donc, de Dalinar. Lui, on comprend par un interlude que son plan, c'est de lui-même devenir le maître du monde. Pour quel objectif? Puisque le monde a besoin d'être unifié pour faire face à la désolation qui l'attend, et que Taravangian veut être celui qui va unifier ce monde, et voilà, veut devenir maître du monde dans l'objectif de le sauver, et que c'est plus facile quand on est seul maître à bord que quand on doit décider à plusieurs. Le plan de Taravangian du coup semble complètement... Et ce qui est très très intéressant, c'est que Taravangian suit un espèce de plan extrêmement élaboré que lui-même ne comprend pas à 100%, vu que lui, il a été béni / maudit par la veille nuit, qui lui a donné une intelligence qui varie à chaque fois qu'il se réveille le matin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se réveille le matin, son intelligence est aléatoirement placée sur un curseur d'extrêmement con à extrêmement brillant. Et il se trouve qu'un jour, dans sa vie, il a eu un jour où il a eu un degré d'intelligence incommensurable. Mais genre,
inexprimable avec des mots. Et il a passé toute cette journée dans sa chambre-là à gratter un espèce d'énorme schéma, d'énorme plan sur tous les murs et tous les meubles de sa piole, jusqu'à voilà le Taramangian actuel essaye de suivre cette espèce de super plan qui a été échafaudé par lui-même un jour où il a été divinement brillant. Hâte de voir où ça va. Et en fait, ce que je ne sais pas, c'est si les sangs des spectres sont sa faction à lui, ou si c'est deux entités qui font chacun leur truc dans leur coin et essayent chacun de sauver le monde à leur manière. Et enfin, comme je l'exprimais, donc cette fameuse nouvelle tempête éternelle qui va complètement redéfinir les règles météorologiques de Roshar et va probablement bouleverser l'ordre du monde et l'ordre civilisationnel tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. En tout cas, je suis extrêmement curieux de voir où est-ce que Brandon Sanderson nous emmène dans la suite. Moi, je viens à peine de commencer le tome suivant, donc ça c'est le premier des deux volumes du troisième tome Justicière. J'en suis même pas à la page 100, hein, je l'ai pas commencé il y a fort longtemps, donc la review du tome 3 va arriver dans un petit bout de temps, hein, ça va mettre voilà, le temps que je lise le livre, que je le digère, que j'écrive, que je tourne et que je monte la review du tome 3. Vous allez pouvoir attendre un petit moment, mais ça tombe bien, ça vous permettra vous-même de prendre de l'avance sur moi. Hein, de toute façon, côté Sanderson, il y a de quoi lire. Bon, ok, moi je vais vous laisser ici. J'espère que je vous aurai donné envie de lire le livre des radieux si ce n'est pas fait. Mais si ce n'est pas fait, pourquoi est-ce que vous vous êtes maté la partie spoiler? Bon, il y a des gens que ça dérange pas, mais vraiment, c'est dommage. Mais bon, je pense que j'en ai pas trop dit non plus. Je peux pas tout raconter. Même si je voulais tout résumer, ce livre est tellement dense que je pense que même si vous êtes fait la partie spoiler, il vous reste des choses à découvrir, ça c'est sûr et certain. Donc, plongez-y les yeux fermés si le Cosmere vous intéresse, si la fantasy épique vous intéresse, si les gros pavés vous font remonter votre estime de vous-même. Moi, je peux que vous souhaiter bonne continuation, bonne lecture et à vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture.